Un coin perdu dans la jungle de Tabasco, où une famille a gardé un secret pendant 80 ans. Un secret de sang. Un secret qui a lentement pourri, génération après génération. Je m'appelle Matteo Del Valle, et ceci est Realidad Prohibida. L'histoire que vous allez entendre est vraie. Elle est dérangeante. C'est une plaie ouverte dans le paysage de notre indifférence. Si vous pensez que l'horreur n'existe que dans les films, restez. Si vous pensez que la civilisation nous protège de nous-mêmes, restez. Et si vous pensez que votre voix peut briser le silence, abonnez-vous. Car chaque histoire que nous racontons est un cri. Un cri qui refuse d'être oublié. Commençons. Tout a commencé avec un médecin, un jeune idéaliste, de ceux qui croient encore pouvoir changer le monde. Il s'appelait Ramiro Aguilar. Il avait 26 ans. Il venait d'obtenir son diplôme. On lui a assigné son service social dans une petite communauté des marais de Tabasco. Un endroit appelé Tres Brazos. Un nom qui ne voulait rien dire. Un point sur un document officiel. Il est arrivé avec sa mallette remplie de livres et la tête pleine d'espoir. La clinique était une petite pièce en béton avec un toit en tôle. La chaleur était un ennemi physique, constante, collante. La sueur ne séchait jamais. Les premiers mois ont été routiniers. Diarrhée, infections cutanées, piqûres d'insectes. La pauvreté avec ses 1000 visages familiers, Ramiro soignait, prescrivait, écoutait. Il se sentait utile. Il se sentait vivant. Mais il a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Une absence. Dans les recensements de la communauté, dans les listes de vaccination, une propriété apparaissait toujours au bout du chemin de terre. Finca La Perpetua. Et à côté, une douzaine de noms. La famille Valdivia. Mais il n'avait jamais vu aucun d'entre eux. Jamais. Quand il posait des questions, les gens baissaient les yeux. Il haussait les épaules. « Ils ne sortent pas », disait une vieille femme en lui vendant des œufs. « Ce sont des gens d'autrefois. »« D'autrefois » demandait Ramiro. La femme se contentait de secouer la tête et de se signer. Un autre jour, il interrogea le gérant du petit magasin du village. Un homme gros et en sueur. « Docteur, mieux vaut ne pas vous en mêler, » lui dit-il en nettoyant le comptoir avec un chiffon sale. « Ces gens ont leur propre loi. »« Quelle loi ?» insista Ramiro. L'homme le regarda fixement. « Celle du sang, docteur. Celle du sang. » La curiosité devint une épine. Une obsession. Qui étaient les Valdivia? Pourquoi personne ne parlait d'eux? Pourquoi vivaient-ils comme des fantômes à seulement 3 kilomètres du village? Un après-midi, un enfant arriva à la clinique avec une forte fièvre. Pendant que Ramiro l'examinait, l'enfant délirait. Il parlait des hommes tordus, ceux qui vivaient dans la maison au bout du chemin. Ceux qui criaient parfois la nuit. Des cris que le vent apportait et emportait. La mère de l'enfant pâlit. Elle le prit dans ses bras et partit presque en courant, sans attendre l'ordonnance. « Vous n'avez rien entendu, docteur », lui dit-elle avant de disparaître. « Vous n'avez rien entendu ?» Cette nuit-là, Ramiro ne put dormir. Le ventilateur de plafond ne faisait que brasser l'air chaud. Les paroles de l'enfant résonnaient dans sa tête. Les hommes tordus. Des cris la nuit. La peur et la responsabilité professionnelle se livraient bataille dans son estomac. Il décida d'y aller. Il devait y aller. C'était son devoir. C'était... Le lendemain matin, il prit sa mallette de médecin. Il y mit des compresses, des antibiotiques, des analgésiques. Il ne savait pas ce qu'il allait trouver.
Mais son instinct lui disait que ce serait quelque chose pour lequel aucun livre de médecine ne l'avait préparé. Il monta dans sa vieille voiture et emprunta le chemin de terre. Le chemin que tout le monde évitait. Vers la Finca La Perpetua. Vers le cœur d'un secret qui battait dans l'obscurité depuis 80 ans. La route se rétrécissait. La végétation devenait plus dense, plus agressive, comme si la jungle essayait d'engloutir le chemin. Des branches griffaient la peinture de la voiture. L'air était lourd. Chargé de quelque chose de plus que de l'humidité. Un silence contre nature. Même les insectes semblaient minces se taire. Finalement, il aperçut une grille en fer rouillé, entr'ouverte, suspendue à un pilier en pierre recouvert de mousse. La Perpetua. Les lettres étaient à peine lisibles. Ramiro gara la voiture et descendit. Le silence était absolu. Il sentit un frisson le parcourir, malgré la chaleur étouffante. Ses mains tremblaient. Il s'efforça de se contrôler. « Je suis médecin », se répéta-t-il. « Je suis ici pour aider. » Il franchit la grille à pied. Un chemin de pierre brisée menait à une grande maison, ancienne, d'un style colonial qui avait dû être magnifique autrefois. Elle était désormais en ruine. La peinture écaillée, les fenêtres cassées, condamnées par des planches de bois, le toit partiellement effondré. Elle ressemblait à une coquille vide, un squelette de bâtiment. Mais elle n'était pas vide. Ramiro le sut dès qu'une odeur le frappa. Une odeur douceâtre et rance. Une odeur de renfermé, de maladie, de chair non lavée. Son estomac se retourna. Il dut ravaler sa salive pour ne pas vomir. Le goût métallique de la peur envahit sa bouche. Il s'approcha de la porte d'entrée. Une lourde porte en bois rongée par les vers. Elle était fermée. Il frappa du poing. Le son fut absorbé par le bois pourri. Personne ne répondit. Il frappa à nouveau. Plus fort. « Bonjour, il y a quelqu'un ? Je suis le docteur Tres Brazos. » Silence. Seul l'écho de sa propre voix. Il fit le tour de la maison. Les murs étaient couverts de mousse. À l'arrière, il trouva une porte plus petite, entrebouclée. Une obscurité insondable régnait à l'intérieur. Il prit une profonde inspiration et entra. L'obscurité était presque totale. Et l'odeur, mon Dieu, l'odeur, elle était insupportable. Il attendit que ses yeux s'habituent à la pénombre. Peu à peu, les formes commencèrent à se dessiner. Il se trouvait dans une sorte de cuisine, sale, pleine de vieilleries et de restes de nourriture. Des mouches bourdonnaient partout. Et puis il le vit. Dans un coin, assis par terre, un homme, ou ce qui ressemblait à un homme. Il était nu à partir de la taille, extrêmement maigre, le dos courbé d'une manière impossible. Il avait la tête baissée, ses longs cheveux gras lui couvrèrent le visage. Il balançait son corps d'avant en arrière. Ramiro resta paralysé. C'était l'un des hommes tordus. « Bonjour », dit Ramiro d'une voix tremblante. L'homme ne réagit pas. Il continua à se balancer, comme un métronome cassé. Ramiro s'approcha lentement. « Ça va ? Je suis médecin. » L'homme leva la tête, et Ramiro sentit le sol disparaître sous ses pieds. Le visage. C'était un collage d'asymétrie, un œil plus bas que l'autre. La mâchoire déviée sur le côté, les dents serrées et proéminentes. Mais le pire, c'était son regard. Vide, complètement vide, un regard qui n'avait jamais vu le monde extérieur. L'homme émit un son, pas un mot, un gémissement guttural, animal. Ramiro fit un pas en arrière, trébuchant sur quelque chose. Il regarda le sol. C'était une femme. Allongée sur une natte sale, le ventre gonflé, enceinte. Elle avait le même regard perdu,
les mêmes traits déformés, mais plus subtils. Elle était jeune, peut-être 19, 20 ans, mais elle semblait beaucoup plus âgée. Une voix rauque rompit le silence depuis un autre coin sombre. « Qui est là ?» Ramiro se retourna. Une silhouette se leva d'un fauteuil à bascule. Une vieille femme, aux cheveux blancs et clairsemés, le dos voûté par les années. Mais ses yeux étaient perçants, intelligents et empreints d'une autorité ancestrale. « Je suis le docteur Ramiro Aguilar », dit-il en essayant de garder son sang-froid. La vieille femme l'examina de haut en bas. « Nous n'avons pas besoin de médecin ici, » dit-elle d'une voix ferme. « Mes enfants vont bien. »« Madame, avec tout le respect que je vous dois, » balbutia Ramiro. « Ces personnes ont besoin d'une aide médicale urgente. » Il désigna l'homme dans le coin. La jeune femme enceinte. La vieille femme sourit. Un sourire édenté qui lui glaça le sang. « C'est mon petit-fils, Josué. Et elle, c'est ma petite-fille, Lydia. Elle attend son premier enfant. » Ramiro fut pris d'une profonde nausée. Une compréhension glaciale commençait à se former dans son esprit. « Et qui est le père ?» demanda-t-il, même s'il redoutait déjà la réponse. La vieille femme désigna l'homme qui se balançait. « Josué, » dit-elle. « C'est son frère. » Ramiro eut l'impression de manquer d'air. Les murs de la cuisine semblaient se refermer sur lui. L'odeur devint une présence physique qui l'étouffait. Frère et sœur, petit-fils et petite-fille. La vérité était un monstre qui venait de se réveiller devant lui. Il sentit la sueur froide couler dans sa nuque. Son pouls battait dans ses tempes. Il voulait s'enfuir, crier, mais ses pieds étaient cloués au sol. Peu à peu, d'autres silhouettes émergèrent de l'ombre. D'autres pièces, attirées par les voix. Il y avait 6 autres personnes, des hommes et des femmes d'âge différents. Tous présentaient des degrés divers des mêmes difformités. Le dos tordu, les membres inégaux, les traits du visage asymétriques. Ils se déplaçaient en silence, avec une lenteur fantomatique. Ils encerclèrent Ramiro. Il n'était pas menaçant, juste curieux. Comme des animaux qui voient un être d'une autre espèce pour la première fois. Leurs yeux vides l'étudiaient. Ramiro se trouvait au centre d'un cercle de 80 ans d'isolement et de folie. Il était au cœur de la Perpétua. La musique revient, plus sombre et tragique. « Qu'avez-vous fait ?» murmura Ramiro, sans s'adresser à personne en particulier. La vieille femme, la matriarche, répondit. Elle s'appelait Manuela. « Nous avons accompli notre mission, » dit-elle fièrement. « Nous avons accompli notre mission. » Ramiro la regarda, sans comprendre. « La mission de mon père, Don Eladio Valdivia. » Et alors, Manuela se mit à parler. Et avec ces mots, elle tissa l'histoire de la Perpétua. Une histoire qui remontait aux années 1940. Don Eladio Valdivia était un puissant propriétaire terrien, fier, obsédé par la pureté de sa lignée. Une lignée qui, selon lui, descendait directement des conquistadors espagnols. « Notre sang est de l'or », disait-il à ses enfants. Il ne doit pas se mélanger à la boue de cette terre. À la mort de sa femme, Don Eladio prit une décision radicale. Il isola sa famille du monde. Il interdit tout contact avec l'extérieur. La Finca La Perpetua est devenue une forteresse, un royaume fermé. La première règle était simple, personne ne sort, personne n'entre. La deuxième règle a semé les graines de l'horreur. L'héritage doit se perpétuer, a-t-il décrété. Le sang doit rester dans le sang. Il a forcé ses propres enfants à s'unir entre eux, frères avec sœurs.
Il leur a dit que c'était un acte sacré, une façon de préserver la pureté de leur lignée. Il leur a promis que Dieu comprenait leur sacrifice. La première génération est née dans la peur, la deuxième dans la résignation, la troisième dans une ignorance totale du monde extérieur. Ils ne connaissaient pas d'autre réalité. L'inceste n'était pas un tabou, c'était la loi, la seule loi qui existait. Le monde extérieur était un mythe, un conte d'horreur que les anciens murmuraient pour effrayer les enfants. Un endroit rempli de gens impurs, de maladies, de péchés. Leur maison était leur seul refuge, le seul endroit sûr. Don Eladio mourut, mais son mandat survécut. Manuela, sa fille, devint la nouvelle gardienne de la loi. Elle était la mémoire, l'autorité. Elle décidait qui s'unissait à qui. Elle assistait aux accouchements. Elle enterrait ceux qui naissaient trop faibles pour survivre. Et ils étaient nombreux. Les corps difformes, les esprits brisés. Ils n'étaient pas considérés comme une tragédie. Ils étaient la preuve de leur singularité, la marque de leur sang pur, une bénédiction perverse. Un stigmate sacré. Ils vivaient dans un univers moral complètement inversé, où l'horreur était la norme, et la norme était un péché. Ramiro écoutait, pétrifié. Chaque mot de Manuela était un coup de poing. Il n'y avait aucune méchanceté dans sa voix, seulement une conviction absolue, une foi inébranlable dans la folie de son père. Elle n'était pas un monstre. Elle était la prêtresse d'un culte familial, la gardienne d'un héritage de douleur. Lorsque Manuela eut fini de parler, le silence retomba. Ramiro regarda les visages autour de lui. Les visages des victimes d'une idée. Des victimes qui ne savaient pas qu'elles l'étaient. Il vit Josué, qui se balançait encore. Il vit Lydia, la main posée sur son ventre gonflé, portant en elle la 4e génération du secret. Et à ce moment-là, la nausée de Ramiro se transforma en rage. Une rage froide et claire. Il devait les sortir de là. Il devait briser le cycle. Maintenant. Ramiro sortit de la maison comme s'il s'échappait d'une tombe. Il courut vers sa voiture. L'air libre ne lui avait jamais semblé aussi vital. Il roula à toute vitesse jusqu'à Tres Brazos. Les images de la maison ne quittaient pas son esprit. Les yeux vides, les corps tordus, l'odeur, cette odeur de mort vivante. Il se rendit directement au petit poste de police du village, une pièce avec un bureau et un agent somnolent. L'agent, qui s'appelait Lopez, leva les yeux de son journal sportif. « Que se passe-t-il, docteur ? On dirait que vous avez vu un fantôme. »« Pire que ça, » répondit Ramiro, à bout de souffle. « Bien pire. C'est la famille Valdivia, à la Finca La Perpetua. Vous devez y aller immédiatement. Ils vivent dans des conditions inhumaines. Il y a des abus, de la négligence. Des enfants sont en danger. » L'agent Lopez bâilla. Un long bâillement bruyant. Il pose le journal sur le côté avec lenteur. « Calmez-vous, docteur. Les Valdivia, oui, nous les connaissons. »« Et vous ne faites rien ?» cria Ramiro. « Écoutez, docteur, » dit le policier d'un ton paternaliste. C'est une propriété privée. Et c'est une famille. Tant qu'il n'y a pas de plainte officielle de l'un d'entre eux, nous ne pouvons pas entrer. Ce sont des affaires de famille. Mais ce sont des victimes. Ils ne peuvent pas porter plainte. Ils ne connaissent pas d'autre vie, répliqua Ramiro désespéré. Je suis désolé, docteur. La loi est la loi. S'il n'y a pas de délit flagrant, j'ai les mains liées. L'agent Lopez ramassa son journal. La conversation était terminée. Ramiro quitta les lieux en ressentant pour la première fois un sentiment d'impuissance. Le système, la bureaucratie,
le premier obstacle. Il sentit l'air froid de la climatisation du petit poste de police sur sa peau en sueur. L'indifférence de l'agent était plus violente qu'un coup. C'était une porte qui se refermait devant lui. Une porte en acier sur laquelle était inscrit le mot « procédure ». Il n'abandonna pas. Le lendemain, il roula 2 heures jusqu'à la capitale du département. Il chercha les bureaux du DIF, le système pour le développement intégral de la famille. Il attendit 1 heure dans une salle d'attente en plastique orange. Finalement, une assistante sociale le reçut. Une femme d'âge moyen au regard fatigué. Ramiro lui a tout expliqué. Les détails, l'horreur, l'inceste, les difformités, l'urgence. Il a parlé pendant 20 minutes sans s'arrêter. La femme l'a écouté patiemment. Elle acquiesçait de temps en temps. Lorsque Ramiro a terminé, elle a soupiré. Un soupir qui semblait venir du fond d'un puits d'épuisement. « Docteur Aguilar, je comprends votre inquiétude. Vraiment. » Elle ouvrit un tiroir et en sortit une liasse de papier. « Mais pour ouvrir une enquête, nous avons besoin que vous remplissiez ces formulaires. Le 23A pour négligence potentielle, le 45C pour signalement d'abus sur mineurs et le 12B pour demander une visite sur place. » « Une visite sur place ? Je viens d'y être. Il faut agir maintenant. » s'exclama Ramiro. « Je sais, docteur. Mais le protocole est clair. Une fois que nous aurons les formulaires, nous les transmettrons aux services juridiques. Ils évalueront s'il y a lieu de demander une ordonnance judiciaire. Le processus peut prendre quelques semaines. Nos ressources sont très limitées. Des semaines. » Ramiro regarda les formulaires qu'il tenait dans ses mains. La tragédie des Valdivia réduite à des cases à cocher, à des questions à choix multiples. Il ressentit une vague de rage et de désespoir. Le système n'était pas conçu pour résoudre les problèmes. Il était conçu pour les documenter, pour les classer, pour les archiver. Il quitta le bureau et s'assit dans sa voiture. Le soleil de midi chauffait l'intérieur du véhicule jusqu'à en faire un four. Il appuya sa tête contre le volant. Les papiers sur le siège passager semblaient se moquer de lui. L'horreur réelle et viscérale de la Perpétua, filtrée à travers les rouages lents et rouillés de la bureaucratie. Il avait l'impression de crier dans une boîte en verre. Personne ne l'entendait. Ou ne voulait l'entendre. Les jours passèrent. Il remplit les formulaires. Il les remit. Il téléphone. « Votre dossier est en cours d'examen. L'avocat en charge est en vacances. Nous attendons l'approbation du budget pour l'essence nécessaire à la visite. » Des excuses. Toujours une excuse. Il décida de s'adresser à un supérieur. Il obtint un rendez-vous avec un fonctionnaire du ministère de la Santé de l'État. Un homme en costume coûteux, dans un bureau climatisé avec vue sur la ville. Ramiro raconta à nouveau son histoire, cette fois-ci avec plus de détails avec les noms dont il se souvenait du recensement. Le fonctionnaire l'écouta sans l'interrompre. Il fixait l'écran de son ordinateur. Lorsque Ramiro eut terminé, l'homme tapa quelque chose sur son clavier. Puis, il le regarda pour la première fois. Son regard était froid, distant. « Docteur Aguilar ?» dit-il d'une voix douce, presque un murmure. « Nous apprécions votre zèle professionnel, mais cette affaire est complexe. Elle implique plusieurs juridictions. Ce que vous décrivez, si cela est exact, relève d'une zone grise. Il ne s'agit pas strictement d'un problème de santé publique au sens épidémiologique. » Il fit une pause, choisissant ses mots. « Votre rapport a été reçu et joint au dossier correspondant. Pour l'instant,
il est considéré comme une question très sensible sur le plan social et sera traité avec discrétion. Merci de votre temps. Dossier, joint, discrétion. Ce sont des mots pour enterrer la vérité, pour reporter l'action jusqu'à ce que l'oubli fasse son œuvre. Ramiro se leva. Il sentait ses jambes peser une tonne. En sortant du bureau, la secrétaire ne leva même pas les yeux. Le système ne l'avait pas rejeté. Il l'avait absorbé. Il avait transformé son cri d'alarme en un murmure dans un dossier. L'horreur des Valdivia n'était plus qu'un numéro de dossier. Un problème classé. Un problème à régler plus tard. À jamais. La dernière porte à laquelle il frappa fut celle d'une petite ONG de défense des droits humains. Une jeune avocate combative l'écouta attentivement. C'était la première personne à montrer une véritable indignation. « C'est une atrocité », a-t-elle déclaré. « Nous allons déposer une plainte officielle auprès de la Commission nationale des droits de l'homme. » Pour la première fois depuis des semaines, Ramiro a ressenti une lueur d'espoir. « Et que se passera-t-il ensuite ?» a-t-il demandé. L'avocate l'a regardé avec une honnêteté brutale. « Nous déposerons la plainte. La commission l'acceptera. Elle émettra une recommandation à l'intention du gouvernement municipal et de l'État dans, disons, 6 ou 8 mois. Une recommandation, pas un ordre. Le gouvernement l'acceptera, dira qu'il l'étudie et, probablement, ne fera rien. » L'espoir s'éteignit aussi vite qu'il était né. Ce soir-là, Ramiro retourna à sa petite clinique de Tres Brazos. Il s'assit dans l'obscurité. Vaincu. Il s'était battu contre un secret vieux de 80 ans. Mais le véritable monstre n'était pas à la Perpétua. Il était à l'extérieur. C'était le système. Un monstre sans visage, avec 1000 tentacules bureaucratiques. Un monstre qui se nourrit de l'inertie, de l'indifférence et des formulaires remplis en triple exemplaire. Un monstre qui avait décidé que les Valdivia n'étaient tout simplement pas un problème suffisamment important. Il n'était pas une priorité. Il n'existait pas. Longue pause. La musique n'est plus qu'un écho lointain, presque inaudible. L'intervention a finalement eu lieu. Ce n'était pas grâce au rapport de Ramiro, ni à la plainte pour violation des droits de l'homme. C'était le fruit du hasard. À cause d'une bêtise. L'un des plus jeunes enfants de la famille, l'un des moins touchés physiquement, a quitté la ferme. Personne ne savait pourquoi. Peut-être que la curiosité était plus forte que la peur. Il est arrivé au village, nu, désorienté, parlant une langue faite de gémissements et de mots inventés. Les gens ont pris peur. Quelqu'un a finalement appelé la police. Mais pas par inquiétude, plutôt par peur de ce fou qui était apparu de nulle part. L'arrivée d'un fou était un problème d'ordre public. Cela a mobilisé le système. La police s'est rendue à la Perpétua. Cette fois, ils sont entrés, et l'horreur que Ramiro avait décrite s'est dévoilée sous leurs yeux. Le secret vieux de 80 ans a été brisé, non pas par un acte de justice, mais par accident. Les Valdivia ont été évacués de la propriété. Les ambulances sont arrivées. Les journaux locaux ont parlé de la famille sauvage trouvée dans la jungle. Pendant une semaine, ils ont fait la une des journaux à sensation. Puis, comme toutes les nouvelles, ils ont disparu. Et qu'est-il advenu d'eux? Il n'y a pas eu de happy end. Il ne pouvait y en être autrement. Manuela, la matriarche, est morte quelques mois plus tard dans une maison de retraite. Loin de son royaume, sa raison d'être s'est éteinte. Les autres ont été répartis dans différentes institutions. Hôpitaux psychiatriques, centres d'aide, séparés. Arrachés au seul monde qu'ils connaissaient et jetés dans un monde qu'ils ne pouvaient comprendre. Ramiro rendit visite à Lydia, la jeune femme enceinte, dans un hôpital public.
Elle avait déjà accouché d'une petite fille, étonnamment en bonne santé. Lydia était allongée dans un lit, le regard fixé au plafond. Elle ne reconnaissait pas sa fille. Elle ne comprenait pas les infirmières. Le bruit, les lumières, les odeurs de l'hôpital la terrifiaient. Elle avait été sauvée. Mais son esprit restait prisonnier à la Perpétua. Le sauvetage physique ne pouvait effacer 80 ans de programmation mentale et génétique. La dernière image que Ramiro eut de la famille fut celle de Josué, l'homme qu'il avait vu se balancer dans la cuisine. Il était dans la cour d'un hôpital psychiatrique, assis sur le sol en ciment, sous le soleil brûlant, se balançant, d'avant en arrière, au même rythme hypnotique et saccadé. Ils avaient troqué son coin sombre contre une cour ensoleillée. Mais il était toujours prisonnier de son fort intérieur. Une prison construite avec les briques du sang et du silence. La finca La Perpetua est aujourd'hui abandonnée. La jungle la revendique. Les murs s'effondrent. La végétation recouvre les fenêtres brisées. C'est un monument silencieux. Non seulement à la folie d'un homme, mais aussi à l'indifférence d'un système qui préfère archiver l'horreur plutôt que d'y faire face. Un système qui a besoin de voir le monstre dans la rue pour admettre qu'il existe. Tant qu'il est caché derrière une porte, le monstre n'est pas son problème. L'histoire des Valdivia n'est pas une anomalie. C'est un symptôme. Un rappel de tous les angles morts, de toutes les réalités interdites que nous préférons ignorer. Parce que les regarder nous obligerait à agir, et c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus confortable. Remplir un formulaire. Je suis Matteo Del Valle, et rendez-vous dans la prochaine réalité interdite.